travailler avec des personnes en situation de pauvreté, c'est comprendre qu'ils ont un rapport particulier aux institutions publiques, aux services sociaux, à la participation citoyenne. Donc c'est de ça que je vais essayer de vous parler en 7 à 8 points. Une première chose, la participation des personnes les plus pauvres rime toujours d'abord avec la disqualification. Et ça, je l'ai étudié pas simplement dans le secteur de la protection de l'enfance. Bien avant de me resserrer sur la question de la protection de l'enfance, je travaillais sur les questions de démocratie participative et de politique de la ville. Et on trouve des théoriciens qui sont plus des politistes qui disent quasiment la même chose. Je pense à Loïc Blondiot et à quelques autres, à Marion Carrel évidemment, qui disent à peu près la même chose. Donc je cite Primo Levi, un homme ou une femme humilié, c'est-à-dire profondément empêché. L'humiliation naît de l'incapacité à avoir les règnes sur sa propre vie et d'être déterminé par d'autres. Un philosophe contemporain, encore vivant, lui, il a une 50aine d'années, il a des écrits extrêmement intéressants, Fred Pochet, philosophe social, on parlera peut-être de la philosophie sociale à certains moments. C'est un courant qui ne méconnaît pas la sociologie, mais qui essaye, du point de vue philosophique, d'instruire la pensée philosophique à partir de la réalité vécue des gens. C'est ça qui est intéressant dans la philosophie sociale, et non pas à partir d'idéaux. C'est pas une philosophie idéaliste qui définirait la justice, la démocratie ou le droit ex nihilo, mais qui essaye de la prendre, là encore, à ras de réalité. Une des clés de l'absence de participation de certaines personnes défavorisées à l'espace public se tient dans cette cruelle réalité, l'expérience de l'humiliation, du rejet et de la stigmatisation, qui implique une perte du sentiment de singularité. Quand on n'a pas les mots, quand on ne sait pas parler au micro, quand on est vite disqualifié par quelqu'un qui reprend le débat, quand on a une pensée qui arrive un petit peu en rang serré, qui est peut-être un peu violente, qui d'abord se joue toujours sous le coup de l'expression, de s'exprimer, il faut que ça sorte. Donc des fois c'est pas toujours ordonné, c'est pas toujours policé. On a toujours un animateur de débat, j'espère que vous faites pas ça, Monsieur Billet, je pense pas, mais qui va disqualifier ces personnes-là. On l'a vu dans les conseils de quartier. On voit comment une réunion comme ça peut disqualifier, humilier les gens et finalement leur dire mais vous n'avez rien à dire. Et puis après on va se poser la question, tout ce qu'on en est, fonctionnaire de la politique de la ville, pourquoi les gens viennent pas? Ils ont tout à fait raison de venir, mais l'espace n'est pas fait pour eux. Donc ils restent chez eux, ils regardent le match, et ils ont tout à fait raison. Je mettrais bien cette réflexion sur la perte du sentiment de singularité de Fred Pochet avec cette petite expression en bas de ma diapositive. Et là, c'est du verbatim, c'est une citation qu'a dit une personne un jour en co-formation, justement. Il y a tout un travail qui vous sera expliqué tout à l'heure sur le début de ces co-formations. On essaie de travailler sur les représentations qu'on a les uns des autres. Qu'est-ce que ça veut dire être pauvre? Qu'est-ce que ça veut dire être professionnel? Chacun s'exprime, on dit ce qu'on pense de l'autre, etc. Et dans un débat, il y a quelqu'un qui dit « Mais finalement, être pauvre, c'est passer ta journée à rencontrer des gens qui sont payés pour te voir. » Ça, je pense qu'aucun sociologue, aucun psychosociologue ou quoi que ce soit l'aurait dit comme ça. Mais là, on sent quelque chose du côté du vécu, mais qui est d'une grande intelligence, et qui dit la perte du sentiment de singularité. Il y a quelque chose du côté du désespoir, je trouve, dans cette formulation, qui est tout à fait juste. On pourrait avoir un débat très long là-dessus, mais j'avance. Alors, comme vous êtes permis sur l'affiche, et j'ai trouvé ça très bien, l'affiche de vos assises, de faire référence à la liberté guidant le peuple, à propos de la disqualification, je me suis dit, on va faire appel à Hugo, je me sens autorisé. Donc voilà, Hugo le disait à sa façon, il est temps que le flot monte, assez de honte, citoyen. Voilà. Il l'invective au peuple, puisque vous êtes allé rechercher la liberté guidant le peuple. Là, on voit bien la liberté, mais on a vu, il reste 2 personnages dans votre affiche, mais il reste Gavroche quand même. Il n'est pas encore tombé, et il est là. Donc je me suis dit qu'on pouvait faire un petit hommage à Hugo. Alors, l'expérience de la disqualification et de la honte en général, encore plus, j'allais dire, dans les interventions sur la protection de l'enfance, là, donc je fais appel là à Catherine Selnay, mais pas que à elle. Si vous lisez le rapport que John Bowlby rend à l'OMS en 1951, Soins maternels et santé mentale de l'enfant, John Bowlby, le père des questions, enfin un des pères des questions d'attachement, dans l'attachement et perte notamment, donc un docteur à qui on doit vraiment cette théorie de l'attachement sur laquelle on travaille beaucoup. Si une société s'intéresse à ses enfants, elle doit prendre soin de leurs parents.
Et puis on pourrait retrouver, je pense aussi à ce que disait Myriam David, hein, la pédiatre et psychanalyste, qui dit qu'un enfant séparé de ses enfants a besoin de savoir qu'on s'occupe de lui, mais il a aussi vraiment besoin de savoir qu'on s'occupe de ses parents et qu'on en prend soin. Hein. Et c'est aussi quelque chose qui est vérifié par la recherche de Christine Abels-Hébert, qui est une sociologue clinicienne de l'ITS de Tours, dans un bouquin qu'elle a fait il y a une dizaine d'années qui s'appelle « Pourquoi on nous a séparés ?» récits croisés de parents, de professionnels et d'enfants. Et beaucoup des enfants qu'elle a rencontrés posent la question « Mais moi, on m'a accueilli, mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a aidé mes parents ?» Je ne suis pas sûr qu'on les ait toujours aidés. Donc il y a une vraie question aussi autour de ça, évidemment. C'est aussi la conclusion à laquelle aboutit Régis Séché, qui a été éducateur en protection de l'enfance et qui a fait une thèse sur la reconnaissance sociale et la dignité des parents d'enfants placés, hein, avec un angle de philosophie sociale en s'appuyant sur les travaux de Paul Ricoeur sur la reconnaissance, mais d'Axel Honneth également, dont M. Corbin a parlé ce matin. Hein, reconnaissance sociale et dignité des parents d'enfants placés. Régis Séché se posait cette question-là. Est-ce qu'effectivement des parents, y compris des parents qui ont pu être maltraitants, en prendre soin, c'est prendre soin des enfants, hein, il aboutit au fait qu'évidemment ça fait partie du lot. Et puis on pourrait interroger aussi, si j'arrive à m'y retrouver, en tout cas on pourrait interroger aussi, oui voilà, une réflexion que fait une mère. Là je vais citer une mère qui raconte à Christine Abels-Hébert, qui dit « À chaque fois qu'on me parlait de ma fille, c'était pour me renvoyer une image de mauvaise mère, donc disqualification. Je n'en pouvais plus et j'avais envie de l'abandonner et de ne plus en entendre parler. » Et je pense à une co-formation qu'on a faite il y a quelques mois, au mois de novembre, où une maman, à un moment donné, dit « Mais on dirait que tout est fait pour qu'on se dise qu'on est des mauvais parents, des incapables, et pour qu'on abandonne. » Voilà, je mettrai bien ces deux réflexions-là sur l'abandon en lien avec le syndrome de délaissement parental. De quoi le délaissement parental est-il le nom? Ça vaut le coup de se poser la question. J'ai pas de réponse là non plus, mais je trouve qu'il faudrait pas aller trop vite en besogne. Est-ce que c'est un mécanisme de défense pour survivre? Est-ce que c'est une interaction sociale? Est-ce que c'est un symptôme purement psychique? Je trouve que ça vaut le coup de se poser la question. Donc défi épistémologique et défi clinique. Et je mets cette réflexion en lien avec l'appel que me fait le médecin de PMI il y a quelques mois, qui me dit « Monsieur Sochard, je ne sais pas comment faire. Il y a aujourd'hui dans mon conseil général un lien entre le service adoption et les inspecteurs de protection de l'enfance pour essayer de faire que les mamans dans la grande galère et dans la grande précarité, qui sont des jeunes mères, puissent accoucher sous X. » Voilà. Et on voit comment de deux problèmes, le manque d'enfants adoptables, et un autre problème, la difficulté d'élever des enfants dans des conditions de grande précarité, de deux problèmes, on peut faire une solution. S'il n'y a pas de question éthique, effectivement, de deux problèmes, on fait une solution. Je trouve qu'il faut en tout cas, alors c'était une pratique médiévale, une pratique des sociétés de l'Ancien Régime, mais en tout cas, il faut poser la question. Hein. Et là encore, je ne dis pas que le délaissement parental ne serait lié qu'à ça, mais il y a des effets d'interaction qu'il faut interroger. Voilà, cette disqualification est un problème pour l'enfant. Une psychanalyste aussi le disait, on ne peut pas prétendre respecter un enfant si l'on ne respecte pas les parents dont il est issu. Caroline Eliachev.